Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée, ce webinaire consacré au contrat impact social. Ce sujet est un peu ésotérique pour nous ici à la chaire économie des partenariats publics-privés, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler de partenariats publics-privés. Quoique nous verrons qu'il y a probablement des enseignements à tirer de ces contrats un peu particuliers, ces contrats qui sont nouveaux et encore peu nombreux en France. Les contrats impact social, c'est quoi en quelques mots? Ces contrats sont nés en Grande-Bretagne sous le nom de Social Impact Bonds. Ce sont des contrats qui ont émergé dans les années 2010 en Angleterre et qui ont été lancés en 2016 en France. On en compte 9 aujourd'hui, à ma connaissance, qui ont été signés. C'est un nouvel outil de financement des innovations sociales, puisque le contrat impact social a pour objectif de favoriser la levée de fonds privés pour financer des programmes sociaux dans une logique d'expérimentation sociale. Et le principe est assez simple, puisque le principe général du contrat impact social, c'est qu'un investisseur privé ou des investisseurs privés financent un projet social et solidaire, et en assume le risque financier, évitant ainsi la mobilisation de fonds publics. Et à l'issue du contrat, bien entendu, vous avez une évaluation indépendante qui doit permettre d'établir de façon objective l'atteinte des objectifs du programme. Et en cas de non-atteinte des objectifs, l'investisseur n'obtient pas le remboursement de la part de l'autorité publique qui est censée financer le programme. Donc il y a plusieurs intérêts potentiels théoriques à ces contrats impact social. Tout d'abord, la mobilisation de nouveaux fonds disponibles pour des actions sociales qu'on n'aurait pas eu disponibles par ailleurs. Un investissement dans la prévention plutôt que dans la réparation, ce qui est une particularité des contrats impact social. Un développement de la collaboration publique avec le monde associatif et aussi avec le privé et les apporteurs de fonds. La mise en place d'une culture de l'évaluation qui n'existe pas ou qui ne préexiste pas toujours au sein des associations, même si on verra que pour le cas de l'ADI, il me semble qu'elle préexiste. Et un contrat favorisant l'innovation, puisqu'on est sur des contrats avec objectif de performance et non pas sur des contrats avec objectif de moyens. Et donc, cela laisse tout loisir à celui qui délivre le service d'innover pour atteindre les objectifs, sans obligation, encore une fois, de passer par des process particuliers ou des moyens particuliers. Comme je vous le disais en introduction, vous avez peu de contrats impact social qui ont été signés en France. Il y en a 9 qui ont été signés depuis 2016, si je ne me trompe pas. La France a donc un peu de retard, car si on regarde les données à l'international, vous avez notamment une base de données Indigo qui est développée par le GoLab, le Government Lab à l'Université d'Oxford, et qui recense tous les contrats impact social dans le monde. Vous avez aujourd'hui plus de 207 contrats impact social qui ont été signés dans le monde, qui ont levé plus de 460 millions de dollars pour financer des contrats impact sociaux, des projets sociaux. 89 en Angleterre, une petite trentaine aux États-Unis, une quinzaine au Portugal, et donc 9 signés en France, où on a un petit peu de retard, mais peut-être qu'on va rattraper ce retard, puisque vous avez de nouveaux appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés, et donc de futurs contrats impact social en perspective. Pour en parler ce soir, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Marc Olivier, qui est directeur financier à l'ADI. L'ADI étant une association impliquée dans l'un des tout premiers contrats impact social signés en France, ce qui nous permettra, au travers de son témoignage et des interactions qu'on pourra avoir avec lui, ça nous permettra donc d'avoir une idée de ce que sont les contrats impact sociaux un petit peu plus en détail que ce que je viens de dire en introduction, d'avoir un retour d'expérience intéressant puisque ce contrat est en train de se terminer et donc on peut avoir une idée de, enfin j'imagine, on va le voir, de son efficacité, de son succès ou de son échec. Et puis ce retour d'expérience nous permettra aussi d'évoquer le futur de ces contrats en France et l'opportunité de les développer plus largement que ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vais laisser la parole à notre invité. Je le remercie encore une fois. Un grand merci à toi, Marc-Olivier, d'être présent ce soir pour ce temps d'échange. Et puis, je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, vous pouvez passer par la partie Q&A de la partie Zoom. Et puis, je choisirai les questions. Je les poserai toutes de manière générale. Et puis, je vais lancer la discussion à la fin de la présentation de Marc. Marc, je te laisse la parole et je te remercie encore une fois. Je vais vous parler de l'ADI en général, déjà pour vous présenter ce qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à mettre en place un contrat impact social, pour quel projet et en quoi est-ce que ce type de financement répondait aux besoins spécifiques de ce projet. Alors l'ADI existe depuis plus de 30 ans maintenant.
avec une idée qui est que chacun peut devenir entrepreneur. C'est une idée que nous défendons. Quand on dit chacun peut devenir entrepreneur, c'est indépendamment des moyens. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes qui souhaitent créer leur entreprise en sont empêchées par manque de moyens, par impossibilité d'accès au crédit. Et donc, c'est ainsi que l'ADI s'est fixé 3 missions. Une première qui est de financer ces personnes dont les projets n'ont pas accès au crédit, les accompagner dans leurs projets de création d'entreprise, et également plaider pour promouvoir ce droit à l'initiative économique pour tous. Très concrètement, c'est notamment dans le contexte actuel, plaider pour que les entrepreneurs que nous soutenons puissent bénéficier d'aides dans un contexte de crise qui les frappe très fortement. Donc, 3 missions à destination d'un public, je l'ai dit, qui n'ont pas accès au crédit bancaire, mais qui sont ces personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire? Vous avez quelques indicateurs en bas de la diapo. Donc, la moitié sont des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a quasiment 40% des personnes que nous accompagnons qui sont bénéficiaires des minima sociaux, et un quart qui n'ont pas de diplôme. Donc, ce sont des personnes qui sont en situation d'exclusion mais qui ont un projet et à qui nous faisons confiance en les soutenant pour lancer leur projet. Alors, les outils pour le faire, donc un outil de financement. Alors, comment est-ce qu'une association comme l'ADI, puisque nous sommes association de 1901, peut prêter? Donc, il y a un cadre réglementaire, évidemment, pour déroger au monopole bancaire qui nous permet donc de prêter dans une limite qui est de 10 000 euros. Enfin, non, même d'ailleurs, maintenant, elle a évolué puisqu'on est même jusqu'à 12 000 euros en métropole, 15 000 euros même dans les Outre-mer. Donc, c'est le montant maximum que nous pouvons prêter à nos bénéficiaires. Et alors, pour pouvoir mener cette mission, nous sommes plus de 600 salariés présents partout en France. On a plus de 150 antennes réparties donc, en France métropolitaine et ultramarine, et plus de 1000 bénévoles également qui accompagnent donc au quotidien ces porteurs de projets. Quelques chiffres de l'ADI en 2020 pour avoir un peu un ordre de grandeur. Donc, c'est 40 000 financements qui ont été octroyés. Et donc, on a différentes modalités d'intervention. Le microcrédit professionnel pour la création d'entreprise. On a également un microcrédit mobilité. Là, j'ai parlé essentiellement des aspects de création et développement d'entreprise, mais on a également beaucoup de personnes qui, pour accéder à un emploi salarié, font face à des problématiques de mobilité. Donc, elles ont une possibilité d'accéder à cet emploi, mais il leur faut pour ça accéder à l'achat d'un véhicule, ce qui ne leur est pas possible étant donné leurs moyens. Et donc, malheureusement, elles ne peuvent alors pas prendre cet emploi. Donc, nous, dans ces cas-là, on les finance. On finance l'achat du véhicule, alors cette fois-ci dans la limite de 5 000 euros, pour qu'elles puissent accéder à l'emploi. On apporte également un soutien sous forme de micro-assurance via des partenariats avec différents assureurs pour que les entrepreneurs soient bien assurés lorsqu'ils se lancent. C'est un élément essentiel. Et en tout, ce sont plus de 60 000 qu'on appelle clients actifs, donc des personnes qu'on a soutenues et qui sont encore en cours de remboursement de leur crédit. Et ces 60 000 clients actifs, nous les avons tous appelés et soutenus tout au long de l'année 2020 pour savoir comment est-ce qu'elles faisaient face à la crise. Voilà. Là, l'idée étant là de vous donner quelques de grandeur et quelques éléments d'information sur notre activité. Mais on a beau être présent un peu partout, on a du mal, on avait du mal jusqu'à le lancement du projet dont je vais parler, à toucher des zones rurales isolées. C'est-à-dire que nos antennes, elles sont essentiellement, même quand on est dans des territoires dits ruraux, elles vont être essentiellement dans des zones urbaines
où il y a suffisamment de densité pour justifier l'ouverture d'une antenne et pouvoir accueillir les porteurs de projets pour les rencontrer, pour instruire leurs demandes de financement et les rencontrer pour les accompagner. Et donc, on a du mal à être présent. Il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise qui ont du mal à être présents dans ces zones rurales isolées, et ce qui fait que les freins à la création d'entreprise sont d'autant plus importants dans ces territoires. On a donc imaginé en 2000 une nouvelle approche. Donc là, vous avez l'approche en jaune, l'approche classique de l'ADI, ce que j'ai décrite, une agence dans laquelle viennent tous les porteurs de projets. Là, on a imaginé une autre approche qui est de lever ces freins à l'accès à la création d'entreprises dans les zones rurales isolées en dématérialisant l'instruction et le financement. Et à l'inverse, en renforçant l'accompagnement via un réseau de bénévoles qui va au domicile du porteur de projet, de sorte qu'une personne peut créer son entreprise dans un centre-bourg, dans son village, sa ville, sans avoir à se déplacer. Et le financement vient à lui et l'accompagnement également vient à lui. Alors, ce projet, donc, on l'a imaginé en 2015 avec l'aide de la Fondation Avril, avec qui nous avons réalisé une étude de faisabilité pour s'assurer que effectivement cela répondait à un réel besoin. On a interrogé des élus, des porteurs de projets un peu partout dans les zones concernées, ce qui a permis de révéler effectivement ce besoin, le confirmer. Et il a fallu aussi valider la faisabilité technique de tout ça. Ça peut paraître pas grand-chose, mais passer d'une instruction physique à une instruction à distance, c'est particulièrement c'est un vrai challenge pour nous, puisque on n'instruit pas des demandes de financement uniquement sur la base de chiffres. On l'instruit avant tout sur la base de la confiance et de l'interaction qu'on peut avoir avec la personne, le porteur de projet. Et évidemment, cette relation est plus difficile à créer à distance, et encore plus lorsqu'il y a des barrières de langue, ce qui arrive également sur le public que nous ciblons. Donc, l'étude de faisabilité faite, un projet qu'on voit très ambitieux, qu'on souhaite commencer à expérimenter, à développer dans certains territoires. Le problème, c'est le financement de cette action. Donc, on s'est rapproché de conseils régionaux. En fait, l'ADI, je ne l'ai pas dit, mais on est financé en fait les 2 tiers de notre action, de nos charges nécessaires à notre action, et sont financés par des bailleurs publics, privés. Et puis, on a 1 tiers qui est, on va dire, autofinancé. C'est le fait de prêter avec un taux d'intérêt qui va couvrir une partie, 1 tiers de nos charges. Donc, pour lancer ce programme, on a besoin de financement, ce qu'on ne trouvait pas. Et arrivé le lancement d'un appel à projet, contrat impact social en 2016, lancé par le gouvernement, et auquel nous avons répondu et nous avons été retenus. Alors, cette réponse, on l'a faite avec un certain nombre de partenaires. Alors, je vais revenir après sur les partenaires, mais je pense que c'est un élément important. C'est que donc, le contrat impact social, ça a été dit tout à l'heure, le principe, c'est d'avoir des partenaires privés, enfin des investisseurs, d'avoir un payeur final qui, en cas de réussite du programme, paiera le coût du programme en remboursant les investisseurs. Et tout ça en fonction d'indicateurs de réussite qui sont mesurés par un évaluateur indépendant. Donc, la nécessité, c'est essentiel de co-construire ce genre de programme. Alors, autant la définition opérationnelle, on l'avait nous-mêmes travaillé, mais par contre, tous les critères de réussite sont à définir en commun. Et c'est la chose que nous avons faite au moment de répondre à l'appel à projet avec l'ensemble des partenaires, et nous avons co-construit cette réponse.
avec pour ambition d'expérimenter 3 zones que vous voyez ici entourées. Cette carte représente en fait les zones qui sont colorées, ce sont les zones de revitalisation rurale, donc les zones les plus rurales de France, et donc qui sont les zones où nous-mêmes, que nous considérons nous-mêmes comme des zones blanches, en tout cas pour partie. Et donc, on a décidé de s'implanter, d'expérimenter sur ces 3 territoires qui couvrent 1200 communes en zone de revitalisation rurale. L'expérimenter sur quelle période, comment? Alors, en recrutant donc des salariés pour pouvoir mener l'action, pour le financement à distance, pour être en proximité aussi, faire connaître l'ADI, aller à la rencontre des porteurs de projets et recruter également des bénévoles. En tout, ce sont donc 5 salariés qui ont été recrutés pour ce programme. Et donc, avec une ambition qui était de pouvoir financer, accompagner au moins 500 personnes et qui est au moins plus de 320 d'entre elles qui soient insérées à l'issue du programme. Je continue donc sur les partenaires, et puis ça permet aussi de revisualiser un peu comment se monte, à quoi ressemble un contrat impact social. Alors c'est important aussi de le souligner, hein, c'est une certaine complexité juridique, puisqu'il faut faire cohabiter, voilà, parler un peu toutes les parties prenantes, avec au centre un opérateur. Alors d'ailleurs, peut-être une différence, vous aurez noté qu'en France, on parle de contrat à impact social, ou même contrat à impact maintenant, puisqu'on maintenant, on englobe plus que le social, mais également des éléments plus, des sujets plutôt environnementaux également. Mais on parle de contrat, là où dans les pays anglo-saxons, on parle de social impact bond, donc plutôt d'obligation, une vision un peu plus financière. Là, on met plus l'accent sur le côté contrat, au sens vraiment aussi co-construction entre les parties. Et donc, vous avez des investisseurs, donc 5 investisseurs dans notre cas. Alors, il se trouve que ce sont des partenaires historiques de l'ADI qui nous accompagnent depuis de nombreuses années. BNP Paribas, la Caisse des dépôts, GDR la Mondiale via une de leurs associations qui s'appelle Agesica, Renault Mobilise Invest qui gère de l'épargne salariale solidaire et des salariés de Renault, et la fondation Avril. Donc, ces investisseurs financent l'ADI. Si nous atteignons les objectifs qui sont fixés, le payeur final, donc qui en l'occurrence est le ministère de l'économie et des finances, remboursera donc les investisseurs, avec même, si nous dépassons les objectifs fixés, un système de primes, de primes de succès qui vient rémunérer le risque pris par les investisseurs. Et j'y reviendrai, qui vient également rémunérer la réussite opérationnelle de l'ADI. Donc la prime est en gros répartie 2 tiers pour les investisseurs, 1 tiers pour l'ADI. Au milieu, vous avez donc un conseil juridique qui, évidemment, ne contractualise pas avec l'ensemble des parties, mais qui est nécessaire pour structurer tout ça. Nous, l'ADI signe une convention de subvention, signe aussi une convention cadre. Il y a des systèmes plutôt financiers pour permettre aux investisseurs d'investir. Et tout ça est également ces démarches sont accompagnées par un intermédiaire, en l'occurrence BNP Paribas. Et enfin, dernier acteur, mais pas des moindres, l'évaluateur indépendant. C'est lui qui va mesurer de façon indépendante si oui ou non les objectifs ont été atteints. Alors, ces objectifs, je l'ai dit, sont fixés par l'ensemble des parties prenantes. Et c'est vraiment important parce que, en fait, l'intérêt de ce contrat, de ce type de financement, pour nous, au-delà même, c'est vrai que j'ai dit, on ne trouvait pas de financement, on était content de pouvoir trouver ces modalités de financement pour pouvoir se lancer. Donc, c'est déjà un premier élément, c'est que c'est un financement et nous n'en avions pas. Ça nous a permis donc de nous lancer, mais en plus, c'est un financement pluriannuel. Donc, ce qui permet, dans le cadre d'une expérimentation, d'avoir le temps de faire la démonstration que le programme est efficace ou pas. Et le dernier élément, c'est cette évaluation. C'est que cette évaluation, elle va permettre de dire, sur la base d'objectifs
autour duquel tout le monde se sera mis d'accord pour dire que s'il est atteint, c'est que le programme fonctionne, le programme est efficace. Et bien, si l'évaluateur indépendant conclut que l'objectif a été atteint, alors on aura un argument fort pour pérenniser le programme et même pour l'essaimer. Vous avez vu la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Notre objectif n'est pas de nous contenter de ces trois territoires, mais bien de pouvoir aller déployer ce programme dans d'autres territoires si tant est que cela fonctionne. Et ce jour-là, au moment d'essaimer, on peut aller voir ensuite des financeurs et des régions notamment pour leur prouver, leur démontrer que ça fonctionne et pour que ces régions puissent financer sous forme de subvention classique. Ce n'est pas un programme qui a vocation à être financé éternellement, indéfiniment par un contrat à impact social. Je continue sur le budget de ce programme. Donc, en tout, c'est 1,5 million. 1,5 million, c'est le montant maximum que l'État, donc qui est le payeur final, paiera en cas de succès maximum du programme. Alors, qu'est-ce qui constitue ces 1,5 million? Il y a 1,2 million de coût du projet, ce qui veut dire que si ce projet avait été financé par de la subvention classique, il en aurait coûté 1,2 million d'euros aux financeurs. Donc, vous voyez qu'il va payer au maximum 300 000 euros de plus, dont donc 100 000 euros de coûts d'expertise. Là, vous avez les coûts d'évaluation, les coûts de juridique, les coûts d'intermédiation. Et puis, donc, en cas de succès, il y aura maximum 130 000 euros de primes de succès à répartir entre les investisseurs et maximum 65 000 euros de primes de succès pour l'ADI. Je m'arrête 2 minutes sur ces primes. Là encore, une différence avec les social impact bonds dans les pays anglo-saxons, où le risque est souvent plus fort, mais la rémunération l'est également beaucoup plus en cas de succès. Là, on a voulu construire quelque chose qui venait caper la rémunération des investisseurs. Là, 130 000, enfin, cette prime, c'est la prime maximale et c'est sur une durée de 6 ans. Donc, on a souhaité que cette prime soit capée pour qu'il n'y ait pas soit pas un contrat avec une rémunération excessive. Par ailleurs, le remboursement des investisseurs se fait progressivement, c'est-à-dire que donc, si jamais les objectifs sont atteints, eux, les investisseurs, ils vont investir 1,3 million d'euros, 1,2 plus 100 000 euros. Si les objectifs sont atteints, ils se verront rembourser 1,3 million d'euros. S'ils sont dépassés, donc la prime sera progressivement versée. Et ce n'est pas d'un seul coup, il peut y avoir juste la moitié ou un tiers qui est versé. Par contre, si les objectifs ne sont pas atteints, admettons qu'ils soient atteints à hauteur de 75%, les investisseurs seront remboursés à hauteur de 75%. Donc, ce n'est pas du tout rien, là où il y a également des modèles de social impact bond où il n'y a aucun remboursement jusqu'à l'atteinte des objectifs. Par contre, dès que les objectifs sont atteints, il y a immédiatement le versement de 100% d'une prime qui peut être sur des montants plus élevés. Une autre particularité, c'est la prime pour l'ADI. Pourquoi il y a, en fait, ce contrat, il est quelque part, on vient, d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, hein, le risque est pris par l'investisseur. Donc, l'opérateur ne prend pas de risque, c'est l'investisseur qui va le prendre à sa place. C'est vrai, sauf que si jamais le programme échoue ou s'il réussit, mais qu'il n'y a pas de financement ensuite, l'opérateur qui a engagé des frais, qui a embauché, c'est notre cas, je l'ai dit, on a embauché plusieurs personnes, ne se retrouve à plus pouvoir financer la suite de son programme. Il n'y a pas un système de financement garanti qui dit bon, bah, okay, les investisseurs sont remboursés en cas de succès, mais en plus, l'opérateur, en cas de succès, on va pérenniser son action pendant de nombreuses années parce qu'on considère que ce programme doit être poursuivi. Là, non, on aura les arguments pour venir plaider notre cause et demander d'autres financements, mais ces financements ne seront pas automatiques. Donc, cette prime, pour l'ADI, c'est en quelque sorte un début de financement de la suite
pour permettre de faire la jonction avec les financements suivants pour pérenniser le programme en cas de succès. J'en viens à l'évaluation. J'en ai parlé un petit peu, mais là, je vais en parler un peu plus dans le détail. Vous avez compris, l'évaluation est centrale dans ce type de programme. Avant de vous parler de comment est-ce que l'évaluation est déployée sur le contrat impact social, deux mots sur comment est-ce qu'à l'ADI, nous évaluons notre performance sociale. Alors, on a plusieurs façons d'évaluer, trois en l'occurrence. Il y a en amont, on évalue notre capacité à bien cibler notre public. Par exemple, on pourrait tout à fait avoir des résultats, des performances très bonnes de pérennité d'entreprise que nous finançons, d'insertion, etc. Mais si on cible un public qui n'est pas un public exclu, qui dispose de moyens, etc., il y aura peu de mérite à atteindre ces objectifs. Donc, on s'assure chaque année qu'on touche effectivement le public que nous ciblons, donc un public exclu. Un deuxième niveau d'évaluation, celui-ci un peu plus qualitatif, plutôt qu'un système de scoring, qui vient évaluer que les processus en place répondent bien à notre objectif social. Je ne vais pas le développer plus que ça, puisqu'en fait, cette partie-là n'est pas reprise dans le contrat impact social. Troisième élément, c'est la mesure d'impact ou mesure d'effet de notre action. Ce qu'on mesure, c'est ce que deviennent les personnes que nous accompagnons 3 ans après leur financement. Et donc, on regarde qu'est-ce que deviennent les entreprises. Donc, on a, par exemple, un taux de pérennité à 2 ans qui est de 70%. Mais en fait, au-delà de la pérennité des entreprises, notre ambition, elle est certes d'aider les personnes à créer leur entreprise, mais que cela allait leur permettre d'être insérées. Vous avez des personnes dont l'entreprise ne sera pas pérenne, mais par contre qui réussiront à retrouver un emploi salarié. Et pour nous, c'est une sortie positive. En l'occurrence, nous mesurons l'ensemble de ces sorties positives, entreprise pérenne ou retour à un emploi salarié, à travers un taux d'insertion qui est de 84%. Donc, nous avons plus de 8 personnes sur 10 que nous accompagnons qui, 3 ans plus tard, sont insérées. Enfin, un quatrième élément nouveau au moment où nous avons lancé le contrat impact social, puisque nous l'avons mesuré pour la première fois en tout début 2016, donc juste avant que l'appel à projet contrat impact social sorte, c'est le SROI, donc Social Return on Investment. C'est la mesure de l'impact économique. Là, on vient de parler de l'impact social, qui est notre raison d'être, mais on a voulu également mesurer notre impact économique pour démontrer que, en fait, insérer des personnes, ce n'était pas qu'une action sociale, c'était aussi un véritable investissement économique pour la collectivité. En l'occurrence, on a pu démontrer que pour 1 euro de financement versé à l'ADI, c'était au bout de 2 ans, 2,38 € d'impact économique net pour la collectivité, parce que les personnes insérées, vous avez déjà des aides qui ne sont plus versées, puisque la personne est maintenant insérée, donc des coûts évités. Et par ailleurs, vous avez également un effet recette fiscale de ces entreprises qui sont pérennes et qui payent des impôts. Alors, on n'est pas allé jusqu'à mesurer, je sais qu'on peut pousser plus loin le calcul, mais ce n'est pas évident en essayant de mesurer aussi d'autres effets, les effets sur la santé, des effets aussi sur l'environnement économique autour de l'ADI, dans le cadre du contrat impact social dont je parle aujourd'hui. Le fait de pouvoir financer un entrepreneur qui va ouvrir un commerce dans un centre-bourg, dans un village, ça a aussi une répercussion sur l'environnement de ce village. Ça peut rendre le village plus attractif, ça lui-même va consommer autour, etc. Mais on n'est pas allé jusque-là. Alors, on s'est basé sur ce dispositif de mesure de performance pour construire notre contrat impact social. D'abord, en utilisant le score d'exclusion pour garantir que, également dans le cadre de ce contrat, le public qui serait ciblé serait un public exclu. Donc ça, c'est une condition à l'entrée des bénéficiaires.
Alors, je précise quand même, on n'est pas exclu, enfin, c'est un score d'exclusion, mais on n'exclut pas pour autant, dans le sens où on ne veut pas que, parce qu'une personne, quand on calcule son score, est moins exclue que d'autres, alors même qu'elle n'a pas accès au crédit bancaire, on veut être là également pour la soutenir. Donc, on ne se limite pas à des personnes très exclues, mais on s'assure juste que globalement, le public qu'on soutient est nettement plus exclu que la moyenne française. Ensuite, le taux d'insertion, évidemment, qui est utilisé là comme indicateur principal pour mesurer notre performance, hein. Notre objectif, c'est 320 personnes insérées grâce au programme. Enfin, le SROI qui nous a permis de fixer les différents objectifs en termes de coûts évités. En gros, grâce à ce SROI, on a pu calculer à partir de combien de personnes insérées le programme serait rentable pour la collectivité. C'est-à-dire, en gros, les fameux 1,3 million du coût du programme dont on parlait tout à l'heure. Combien de personnes faut-il insérer pour que cette insertion permette de rapporter 1,3 million à la collectivité, en considérant que c'est à ce moment-là que les investisseurs peuvent être remboursés. Et donc, voilà ce que ça donne. On s'est posé 2 questions donc pour établir les objectifs. La première question, c'est ce que je viens de dire, c'est quel résultat pour générer 1,3 million d'euros d'impact économique. En l'occurrence, c'est 172 personnes insérées. Et donc, au bout de 172 personnes insérées, il y a 1,3 million d'euros sont remboursés. Et c'est un remboursement progressif. Et alors également, en fait, pour cet impact économique, il y a le nombre de personnes insérées, mais on tient compte aussi du nombre de personnes qui ont été financées. Et en revanche, on est allé plus loin. On s'est dit, on ne se satisfait pas de ce 172. On veut se fixer un objectif, cette fois-ci, de succès en termes social. Et on a considéré qu'au-delà de 320 personnes insérées, non seulement on aura réussi, 320 personnes insérées, c'est l'objectif qui ferait que le programme est aussi efficace qu'en milieu urbain ou que dans des zones plus densément peuplées. Et donc, c'est de se dire, non seulement on aura réussi à ce moment-là à aller toucher des personnes qu'on ne touchait pas avant, mais en plus, on aura réussi à les toucher mieux. Et donc, cet objectif, qui pour nous est un objectif plus ambitieux, permet de déclencher la prime de succès, donc au-delà de ces 300 ans. Et j'en ai terminé sur cette présentation de notre programme. Peut-être quand même en conclusion avant les échanges, où on en est aujourd'hui. Donc, ce programme a été lancé en tout début 2017. Donc, on a répondu à l'appel à projet, on a été sélectionné en 2016. Il a fallu quand même un certain temps pour pouvoir aboutir dans la rédaction, sur tous les aspects de l'évaluation et juridique. Et puis, on a fini donc par contractualiser en 2017, le lancement du programme en 2017. Jusqu'en 2020, donc jusqu'en avril 2020, on avait de 2017 jusqu'en 2020 la période d'intégration des bénéficiaires. En l'occurrence, on a à fin avril 2020 réussi à toucher près de 550, plus de 550 même personnes. Donc c'est très 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 encourageant. Et ensuite, on rentre dans une nouvelle phase qui est la phase d'évaluation de l'impact. Donc là, c'est trop tôt pour dire ce qu'il en est. On a trois rondes d'évaluation. On n'a eu que le premier qui touchait, qui portait sur toutes les personnes qui avaient été financées, accompagnées en 2017. Et ce qu'on constate, c'est un taux d'insertion 3 ans après qui est comparable à ce qu'on observe ailleurs à l'ADI, alors même qu'encore une fois, on est sur des zones beaucoup plus isolées et sur une nouvelle manière d'approcher ce public.
Et donc, on reste à voir maintenant ce que vont donner les enquêtes sur les cohortes suivantes. Mais aujourd'hui, nous pensons que l'objectif de 320 personnes insérées est tout à fait à notre portée. Et on n'est pas les seuls à le penser, puisque récemment, on a, dans le cadre d'un appel à projet lancé par le gouvernement, auquel nous avons répondu, on a proposé une extension de ce programme. Et notre projet d'extension sur 3 nouvelles zones a été retenu. Donc, on va pouvoir, et cette fois-ci sous forme de financement, non pas de contrat impact, mais de subventions classiques, pouvoir poursuivre le déploiement du programme. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair. On voit évidemment l'importance dans ces contrats de bien réfléchir à la performance, à la mesure de la performance et au contrôle de la performance. Moi, j'ai quelques questions pour démarrer la discussion. Ensuite, on prendra quelques questions du public qui commencent. Enfin, il y a déjà quelques questions qui commencent à s'accumuler. Peut-être la première question que j'ai, alors l'objectif concrètement dans ce contrat, c'est d'octroyer un nombre de microcrédits à des personnes qui sont en situation d'exclusion et d'arriver à réinsérer ces personnes grâce au programme, avec des objectifs chiffrés qui vont de 172 à 320, si j'ai bien noté c'est ce qu'on a sur le slide ici. Le scoring interne que vous faites pour éviter les effets d'écrémage, où vous sélectionneriez des personnes qui ont plus de chances d'être réinsérées à partir des microcrédits, en fait, c'est quelque chose que vous faites en interne. C'est un scoring. Oui. Et comment il est contrôlé par l'auditeur externe? Alors, effectivement, c'est un scoring qu'on fait nous en interne, alors qu'on a même développé spécialement pour l'ADI. L'idée étant sur un certain nombre de critères de pouvoir noter le niveau d'exclusion. Alors qu'on a développé, d'ailleurs pas seul, hein, on a été accompagné sur cet outil qui existe depuis de nombreuses années. Et donc, en fait, on peut contrôler, l'évaluateur va contrôler de manière très détaillée ce calcul, puisque il va, très concrètement, il va reprendre le calcul personne par personne et vérifier que les critères indiqués sont corrects, et les vérifier avec justificatif à l'appui. Donc, notamment sur la zone d'habitation, sur un certain nombre de données qui peuvent être pris en compte sur la situation personnelle de la personne, sa situation bancaire également. Est-ce que c'est une personne qui est minima sociaux, oui ou non? Tout ça, on a des justificatifs qui sont collectés au moment de l'instruction et qui sont audités par l'évaluateur. Et une autre question qui me venait à l'esprit en vous écoutant et en laissant présenter ce contrat, en fait, ce projet, je me posais la question de savoir si tous ces indicateurs de performance, est-ce qu'ils ont été mis en place spécialement pour ce contrat à impact social, ou est-ce qu'ils préexistaient tous? Ou est-ce que vous avez dû faire un effort particulier de mesure de la performance pour pouvoir rendre des comptes auprès des financeurs et auprès du payeur public? Alors, ils existaient tous. Euh, ils existaient tous. Alors, dans le cadre de l'enquête qui est menée, au-delà de mesurer l'insertion, il y a quand même un certain nombre d'éléments plus qualitatifs qu'on va mesurer et qui répondent aussi à la demande de nos partenaires. Mais que ce soit ce score d'exclusion ou la mesure d'une personne insérée, bon, ça, de toute façon, une personne est insérée ou l'est pas, je dirais que c'est un indicateur qui résulte pas d'un calcul savant, mais c'est effectivement un indicateur qu'on mesure, ce qui permet pour nous aussi de nous comparer à nous-mêmes, de comparer du coup l'efficacité du programme par rapport à nous-mêmes. Mais j'ajoute, et ça je ne l'ai pas précisé, et je pense que c'est important, il y a là ce que je vous ai présenté, ce sont les indicateurs de résultats qui permettent de déclencher le remboursement. Vous avez vu, j'ai à chaque fois fait le parallèle entre l'atteinte de ces objectifs et le remboursement du capital investi par les investisseurs et la prime, et le paiement de la prime de succès. Mais par ailleurs, il y a un souhait d'aller, on ne va pas se limiter à ça. Il y a une autre mesure qui n'était pas possible de contractualiser parce qu'elle nécessitait d'avoir accès à un certain nombre de données qui n'étaient pas dès le début disponibles et qui nécessitent plus de temps à la construction.
et qui va être menée en fin de programme et qui va consister en fait à reconstituer sur des bases de données INSEE une espèce de public comparable, de groupe témoin. Alors, ça ne va pas vraiment être une comparaison en bonne et due forme par rapport à un groupe témoin, mais l'État va essayer de reconstituer ce groupe de personnes comparables pour regarder si les trajectoires sont meilleures effectivement avec l'appui de l'ADI. D'ailleurs, sur ce… Factuel, c'est une sorte de contrefactuel, de groupe de contrôle. Ouais. Ce seraient des personnes qui sont aidées par d'autres associations que l'ADI qui ne sont pas incluses dans des contrats impact social, ou alors ce seraient des personnes qui ne sont pas aidées simplement? Alors, ce seraient des personnes qui partent, enfin qui ne seraient pas aidées tout simplement, et qui partent du coup de la même situation, qui sont dans la même situation que nos bénéficiaires au début, et on regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Donc, c'est là où effectivement c'est assez complexe, et là, pour le coup, ça n'a pas encore été totalement défini, donc le travail est encore en cours, on a encore une année devant nous avant l'évaluation finale. Mais ça doit permettre effectivement d'apporter un autre regard sur l'impact du programme, ce qui n'aura pas d'impact sur les flux financiers, notamment parce que en fait, il y a une véritable incertitude, non pas sur le résultat de cette évaluation, mais sur sa faisabilité, puisqu'il faut partir de données INSEE et c'est d'être capable de reconstituer ce contrefactuel. On n'a pas, par contre, nous-mêmes, on aurait pu, hein, dans certains cas, on crée un groupe contrefactuel, en l'occurrence, pour le coup, vraiment identifié à l'entrée du programme. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, nous. Alors, on peut imaginer ça, par exemple, dans le système peut-être éducatif, où on va comparer deux classes, dont une qui suit un programme et l'autre qui ne le suit pas. Nous, faire du contrefactuel, ça serait revenu à dire, quand des personnes viennent nous voir, en prendre une sur deux et lui dire, vous correspondez effectivement bien à notre public cible puisque vous n'avez pas accès au crédit. Mais du coup, on ne va pas vous financer, on va regarder ce que vous devenez. C'était éthiquement pas possible. Et bien que cette méthode puisse être éthiquement viable dans d'autres circonstances, mais dans d'autres circonstances, ça ne l'était pas. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cet angle plutôt de comparaison à des données publiques a posteriori. Alors, si on rebondit un peu sur le côté éthique, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Oui. Ces mesures de performance, elles préexistaient. Visiblement, vous avez au sein de l'ADI cette volonté de suivre vos performances, d'avoir des indicateurs assez précis, etc., qui devaient préexister avant le contrat impact social, si j'ai bien compris, Oui. et qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde associatif partout. C'est-à-dire que la contrainte d'aller vers un contrat impact social, c'est quand même d'avoir dans le monde associatif des personnes qui ont peut-être des incitations intrinsèques à bien faire les choses, qui veulent aller vraiment dans le fond des choses et qui ne veulent pas être évaluées sur des indicateurs de performance qui sont forcément réducteurs. Peut-être court-termistes. Alors, dans le cas de l'ADI, si j'ai bien compris, ce n'est pas le cas, puisque c'est un contrat de 3 ans, mais on regarde les performances à contrat plus 3 ans, plus 4 ans, plus 5 ans, enfin même après la fin du contrat. Ça, c'est une question aussi que je n'ai pas bien éclaircie dans la présentation. Et donc, oui, ça veut dire que vous n'avez pas eu ce problème-là Sur la mesure? Sur la mesure. Non, je pense, là aussi, je pense que c'est quelque chose qui dépend évidemment du type de soutien qu'apportent les associations. Il y a effectivement des associations, on sait que le rapport est extrêmement crucial, mais pour autant le mesurer factuellement avec des enquêtes de ce type, c'est beaucoup plus compliqué. Dans notre cas, on touche à la création d'entreprise. Et la création d'entreprise, il y a des éléments factuels qu'on peut mesurer. Et c'est-à-dire, est-ce que l'entreprise existe toujours? Est-ce que la personne a un emploi ou n'en a pas? Et sur un temps qui n'est pas si long que ça, c'est-à-dire que 3 ans, c'est le bon 2-3 ans, c'est le bon timing pour bon horizon de temps pour mesurer de la pérennité d'une entreprise. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Je pense notamment pour les structures, probablement, je ne sais pas mon domaine, donc je ne vais pas en parler trop, mais j'imagine pour les structures qui d'aide à l'enfance ou d'autres types d'accompagnement où parfois on va mesurer les effets vraiment des années plus tard. Et ce temps long est beaucoup plus difficile à intégrer dans ce type de contrat ou au quotidien des associations. Voilà, nous, on a cette culture de mesure de l'impact depuis très longtemps.
Ça nous permet de justifier auprès de nos financeurs de l'action qu'ils financent au quotidien. Et donc là, effectivement, on a pu s'en inspirer pour le contrat impact social, l'adapter au programme, mais là également pouvoir. Ça a été, je pense, une des raisons pour lesquelles on a pu aussi se lancer aussi vite sur le contrat impact social. C'est même certain, c'est-à-dire que s'il nous avait fallu construire, partir de zéro pour construire tout un cadre évaluatif, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps, ne serait-ce que parce que qui dit cadre évaluatif dit collecte de données aussi. Et puis là, c'est pareil, dans le cadre de notre activité de crédit, forcément, on est amené aussi à collecter un certain nombre on a des systèmes d'information, etc., qui étaient déjà existants. Donc, je dirais que c'était plus facile pour nous de poser ce cadre. Je vois que les questions s'accumulent. J'en ai quand même encore 2 ou 3 à poser avant de piocher parmi les questions qui ont été posées par nos auditeurs. Mais il y a une question aussi qui me vient tout de suite à l'esprit, l'effet Covid-19. Est-ce que Oui. ça a impacté sur la gestion du contrat et ça a entraîné des renégociations ou pas? Alors non, ça n'a pas entraîné de renégociation. Est-ce que ça impactera? C'est difficile à dire. En fait, on se retrouve. Alors, il y a deux choses, hein. Ça aurait pu avoir un effet sur le nombre de personnes qu'on aurait été en capacité de toucher. En l'occurrence, il se trouve que la période d'inclusion s'est terminée le 30 avril 2020. Donc, voilà, il avait commencé le 1er janvier 2017. Donc, l'impact crise sur le nombre de personnes qui ont pu être aidées sur la durée du programme a été relativement limité. Non, en revanche, l'impact qui est aujourd'hui très difficile à anticiper, c'est le nombre de défauts d'entreprise qu'il va y avoir dans les mois à venir. Aujourd'hui, on sait que nos bénéficiaires sont soutenus via le fonds de solidarité. Pour beaucoup, ils y ont accès et ce fonds de solidarité semble fonctionner puisqu'on a peu de défauts. Là, je parle au niveau global de l'ADI. Et puis, des échanges qu'on a pu avoir aussi avec tous les bénéficiaires du contrat impact social, on sait qu'aujourd'hui, ils arrivent à se maintenir, notamment grâce à ces aides, grâce au report de charges sociales, etc. Mais par contre, lorsque les aides vont se terminer, lorsque le fonds de solidarité va s'arrêter, lorsque le paiement des charges va reprendre, voire même peut-être une dette qui s'est accumulée et qu'il faudra régler, là, on ne sait pas du tout comment résisteront nos porteurs de projets, nos entrepreneurs. J'ai une dernière question qui va qui va me permettre de faire le lien avec une des questions posées par le public que je vois apparaître sur mon écran de contrôle. Euh, Vous aviez l'air surpris, enfin pas surpris, mais vous avez beaucoup insisté sur la prime pour l'ADI. Il y a une Oui. partie de la prime qui va vers les fonds, les apporteurs de fonds, et puis il y a une partie de la prime qui va vers l'ADI, et vous aviez l'air de trouver que c'était assez innovant ou peut-être inhabituel dans les contrats impact social. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ou est-ce qu'on trouve ça dans tous les contrats impact social? Alors, en France, je ne saurais pas vous dire. À l'époque, on était les premiers à le mettre en place, donc on était les seuls du coup à appliquer ça, mais on était les seuls tout court au moment où on a travaillé ce contrat impact social. Dans d'autres pays, j'ai jamais entendu parler de cette mécanique. Après, l'approche est probablement aussi différente, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, je crois notamment en Angleterre, il y a une logique aussi de reprise par le gouvernement des programmes qui fonctionnent. Bon, là, disons qu'on voulait vraiment sortir de la logique purement financière, c'est-à-dire que la prime de succès, elle ne vient pas que rémunérer une prise de risque d'investisseur. Elle vient rémunérer le travail réalisé par l'opérateur qui est au centre de ce programme. Donc, c'est une envie aussi de pouvoir montrer, au-delà de ce que je disais, hein, de pouvoir financer le début de la suite, une envie aussi de montrer que le schéma était pas, on se détachait d'un schéma purement financier et pour s'orienter vers un schéma vraiment tourné vers l'impact, vers l'opérationnel. Et ça me permet de prendre une question du public, mais Mmh. juste pour être sûr de bien comprendre, ces indicateurs de performance, vous les avez au niveau national. Mmh. Le CIS ne porte que sur 3 zones très particulières. Est-ce que les agents qui travaillent sur ces 3 zones particulières et qui probablement sont spécialisés sur ces 3 zones et ne vont pas dans différentes zones Ouais. sont plus performants au regard du taux d'insertion de leurs administrés, entre guillemets, enfin en tout cas des personnes qu'elles aident? Alors, pour l'instant, comme je le disais, on n'a fait qu'une seule, on n'a enquêté que sur la première cohorte 2017, qui était en plus, étant la première année, on avait un peu plus de 100 personnes qui ont été interrogées. Et on a un niveau d'insertion qui est comparable.
à ce qui se fait ailleurs à l'ADI. Mais ce qui pour nous est déjà une réussite en soi, puisque on était sur un public qu'on ne touchait même pas jusque-là. Et le fait d'avoir réussi à le toucher et en plus réussi à l'insérer, ça fait qu'on a effectivement un niveau de performance dans le taux d'insertion qui, pour l'instant, est comparable. Mais honnêtement, les chiffres sont encore trop faibles. Hein. Sur 100 personnes, on en saura plus quand on aura vraiment regardé ce que sont devenues les 560 personnes du programme. Après, en termes de nombre de personnes touchées, on se rend compte qu'on arrive à faire un peu mieux que ce qui peut être fait dans d'autres zones rurales, mais moins isolées. Donc, voilà, on est un peu mieux, mais ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif, c'était vraiment de donner accès, de réussir à faire ce qu'on ne savait pas faire jusque-là, quitte à le faire uniquement aussi bien que ce qu'on fait ailleurs. D'accord, ça renvoyait à une des questions du public concernant le bon contrefactuel, en fait, savoir quel devrait être votre groupe de contrôle. Est-ce que le groupe de contrôle devrait être un ensemble de personnes qui ne sont pas aidées du tout et voir leur situation sans aide de microcrédit octroyé pour la création d'entreprise, ou est-ce que le groupe de contrôle ne devrait pas être plutôt aux résultats dans d'autres zones géographiques où il n'y a pas de contrat impact social, où il n'y a pas de prime en fonction de la performance, si ça ne change rien à vos comportements et à vos performances, quelque part, on se pose la question de l'intérêt du contrat impact social, si ce n'est que de financer votre activité. Mais de structure de gouvernance, de mise en place de systèmes d'incitation particuliers, de contrôle d'un évaluateur externe, si ça ne change rien. Ouais, mais en fait, en l'occurrence, le fonctionnement ailleurs, hein, on est dans des agences qui ont pignon sur rue, dans des villes où il y a à quelques kilomètres à la ronde un certain nombre de porteurs de projets. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui sont naturellement touchées par nos dispositifs habituels. Et là, avoir été capable d'aller chercher ces personnes, d'aller les accompagner, voilà, d'aller suivre, et en plus dans des zones où la dynamique économique est quand même pas la même que dans des grands centres urbains. C'est pour nous effectivement une réussite. Et donc, ce n'est pas le bon contrefactuel de comparer à notre activité classique, puisque ce n'est pas le même public, c'est pas pas c'est pas le même contexte économique, et ce n'est pas la même approche. Donc, pour nous, faire déjà au moins aussi bien, c'est déjà vraiment une réussite. Et il y a des primes pour les salariés? Ah, pas, non, non. Enfin, Ça reste. ouais, en fait, non, c'est vraiment une prime pour l'ADI pour financer en gros 4 mois ça finance 4 mois de programme pour la suite. Alors, je vais commencer à prendre des questions du Mm. public parce que le temps passe vite. Je vois qu'il y a deux questions qui sont liées, qui concernent les indicateurs de performance, les critères de performance, savoir s'il n'y a pas des effets pervers potentiels que vous auriez pu repérer, enfin, contre-intuitifs, que vous n'aviez pas anticipés et qui font que peut-être pour un prochain CIS, vous prendriez des indicateurs de performance un peu différents. Et une question qui est aussi liée à celle-ci, c'est finalement le succès tel que vous le mesurez, la personne est insérée ou pas. C'est vrai que j'ai pas noté si c'était inséré pendant combien de temps, quelle était la période, et est-ce que c'est justement c'est juste un critère binaire, inséré oui, non inséré zéro. Ouais. Et est-ce que ça suffit à résumer l'action de l'ADI pour insérer ces personnes et sans avoir une mesure plus large de leur bien-être, leur Ouais, rémunération et leur perspective à moyen terme, long terme. tout à fait. Et c'est là où je vais encore distinguer ce que je vous ai présenté là, qui est adossé, enfin plutôt un dispositif auquel est adossé, sont adossés les flux financiers de l'évaluation globale du projet. Effectivement, l'insertion, c'est binaire, mais on sait très bien qu'il y a des degrés d'insertion qui sont variables. Parce qu'on va avoir donc le créateur d'entreprise qui est toujours en activité, on va avoir la personne qui a retrouvé un emploi salarié. Alors, ça peut être d'ailleurs en CDD sur une durée suffisamment longue. Mais par contre, on ne tient pas compte là, effectivement, toute une autre série d'indicateurs. En l'occurrence, sur le bien-être, alors c'est surtout sur l'amélioration pour les personnes ciblées dans leur quotidien, donc par exemple leur capacité à épargner. On a aussi, quand on dit qu'une personne, une entreprise est toujours en activité, il va y avoir celles qui sont toujours en activité et qui ont un chiffre d'affaires élevé, très, très important, etc., et qui se développent.
Et puis, il y en a d'autres qui sont toujours en activité, qui ont un chiffre d'affaires qui leur permet de se rémunérer, etc., mais qui n'est pas aussi important que les autres. Donc, il y a forcément des degrés d'insertion différents. Et on mesure aussi à ces moments-là, de manière qualitative, l'impact, le ressenti des bénéficiaires lié à l'action d'accompagnement de l'ADI. Savoir en quoi ils ont été, sur quoi ils ont été accompagnés, et donc du coup, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce que ça a été utile pour eux. Donc voilà, les mesures de satisfaction aussi sont importantes pour nous. On mesure s'ils sont toujours aux minima sociaux ou non. Voilà, on a une trentaine de questions qui leur sont posées pour vraiment avoir une vision plus globale de leur parcours. Mais, et là, c'est lié aussi à ce type de contrat, hein, qui n'exclut pas, encore une fois, toute cette mesure d'impact. Mais tout ne peut pas être intégré dans ce qui va générer ensuite les remboursements. Sinon, ce serait extrêmement compliqué à mesurer, Et ça n'entraîne pas à d'effet pervers traduire. dans le comportement des agents de l'ADI qui vont favoriser l'insertion binaire 0 ou 1 sans aller plus dans le détail du C'est, bien-être. pardon, j'ai pas. Ça n'entraîne pas des effets pervers dans les Ouais. incitations qui sont reçues par les employés de l'ADI, qui vont se focaliser sur le résultat 0-1 binaire inséré, pas inséré, sans aller plus loin dans le détail du bien-être des personnes qu'elles accompagnent. Non, non, pas du tout. En fait, en l'occurrence, les personnes, à l'ADI, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes, de les financer, de les accompagner. Et c'est sur ces éléments-là que sont fixés les objectifs des personnes, des salariés de l'ADI. En revanche, par exemple, on ne fixe pas un objectif aux salariés sur l'insertion. Et quand bien même c'est un objectif dans le cadre du programme, je vous donne des exemples, hein, pour les salariés de l'ADI, c'est important aussi d'avoir un niveau de remboursement, alors qui va traduire aussi une capacité d'insertion, mais qui soit satisfaisant sur les prêts qu'ils accordent. C'est important aussi qu'ils fassent un certain nombre d'accompagnements, qu'ils accompagnent un maximum de personnes. Donc, ils vont être vraiment sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui vont contribuer à l'insertion, mais qui vont contribuer aussi à toutes les autres données dont je parlais, pour qu'ils puissent être insérés dans des bonnes conditions. Alors j'ai deux questions qui sont en Ouais. fait la même question, une rédigée de manière gentille et une rédigée de manière un peu plus directe. Je vais D'accord. les lire parce que ça me fait assez sourire. La manière gentille de poser la question, c'est quelles sont les différences principales avec un partenariat public-privé, ou dit autrement, comment le financement par des investisseurs privés change-t-il la nature des incitations dans le contrat? Qu'est-ce que ça change que vous ayez des financeurs privés? Et la manière Mhm. un peu plus directe de poser la question, c'est pourquoi c'est mieux pour le ministère de donner pourquoi, Mhm. pourquoi c'est mieux pour le ministère de donner 1,5 million d'euros donc, au travers du remboursement et des financeurs privés et des primes que vous avez, plutôt que vous donner directement 1,2 million d'euros et vous feriez le job tout pareil? En gros, ça change quoi qu'il y ait un dispositif CIS Ouais. qui vous accompagne? En réalité, là, on part du constat que le programme a réussi. En tout cas, jusqu'à là, il fonctionne. On part dans des zones blanches pour nous, sur une approche qui est nouvelle pour nous, sur des territoires qu'on connaît mais pas très bien. Et donc, le risque est réel. En fait, le principe enfin, un des principes d'un contrat impact social, c'est que derrière, il doit y avoir un risque. La raison pour laquelle le financeur public préfère passer par un contrat impact social, quitte à payer un peu plus cher, plutôt que de passer par de la subvention, c'est qu'en cas de non-réussite du programme, pour le coup, ça lui coûtera moins que 1,2 million d'euros. Donc, c'est ça la logique du. Alors, par ailleurs, il y a dans ce surcoût, il y a aussi des coûts d'évaluation qui sont intégrés. Mais qui est intéressant pour le payeur final et qui ne l'aura pas forcément dans le cadre d'un financement classique, sauf s'il décide de payer pour cette évaluation. Donc, c'est vraiment la logique du risque. Et c'est pour ça que je disais que on a dans des pays anglo-saxons même une différence qui ne serait pas entre 1,2 million et 1,5, mais ce serait du 1,2 comparé à 1,8, 1,9.
voire plus. Enfin, je ne connais pas suffisamment en détail, mais sur 6 ans, on peut vite avoir des taux de rentabilité importants. Voilà, donc c'est vraiment cette logique de prise de risque et c'est pour ça que les investisseurs font leur investissement, leur prise de risque. Admettons qu'il n'y ait pas les investisseurs. Comment est-ce qu'on fonctionnerait? On pourrait tout à fait imaginer avoir le payeur final avec qui on contractualise directement et uniquement avec lui et qui nous dit bah, on vous versera tant par personne insérée ou financée. Enfin, voilà les objectifs. Si vous les atteignez, on vous verse tant. Si vous n'atteignez pas, on verse moins, etc. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe. Sauf que nous, on reporte aujourd'hui le risque sur les investisseurs. Si c'était le cas, en fait, nous, on prendrait un risque qui est très important. C'est-à-dire que si on se retrouverait à être financé uniquement, alors déjà, on avancerait les fonds. En attendant de pouvoir démontrer les résultats, on devrait nous-mêmes préfinancer tout le programme et sans du tout être garanti à la fin de pouvoir avoir ce programme financé. Donc, les investisseurs ont vraiment cette principale vocation qui est de porter le risque lié au programme. Alors ensuite, on a d'autres questions qui portent un peu moins sur la partie indicateur de performance, mais il y a une question notamment qui concerne l'évaluateur indépendant. Comment est-il choisi et comment est-il rémunéré? Donc, il est rémunéré, ça fait partie de l'enveloppe. Oui. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais comment il est choisi? J'imagine que, je ne sais pas. Ouais. Alors, du coup, en fait, l'évaluateur indépendant, il est choisi par une mise en concurrence. Alors, en l'occurrence, là, on l'a choisi au moment pour la réponse à l'appel à projet. C'est-à-dire que il a été choisi avec avant que l'État ne sélectionne le projet. Alors, oui, je l'ai choisi à ce moment-là. Il est rémunéré dans l'enveloppe qu'on a vu tout à l'heure. On pourrait imaginer qu'il soit choisi après par l'ensemble des partenaires une fois qu'on s'est mis tous d'accord, qu'on a été sélectionné. On aurait pu imaginer faire l'appel à projet après. La réalité, c'est que ce n'était pas possible de répondre à cet appel à projet sans avoir un évaluateur qui, en fait, en plus d'évaluer le programme, est aussi là pour construire ce cadre évaluatif. Donc, il a un rôle d'auditeur a posteriori, évaluateur, et a priori, au début du programme, c'est lui qui va poser le cadre, proposer à l'ensemble des parties prenantes un cadre évaluatif et qui d'ailleurs n'est pas figé par l'appel à projet. C'est-à-dire que le programme a été sélectionné, mais ensuite, évidemment, tout ce cadre évaluatif est décidé après. Et la contractualisation avec l'évaluateur est même décidée après. Mais dans notre cas, c'est vraiment nous et puis c'est surtout l'ADI en fait, qui a sélectionné cet évaluateur. Et d'ailleurs, il se trouve que KPMG avait travaillé sur le SROI juste avant. Et donc, c'était aussi il connaissait déjà le fonctionnement de l'ADI et c'était également plus simple comme ça. Mais on les a mis évidemment en concurrence, quoi. Donc l'évaluateur a été mis en concurrence. Est-ce que les investisseurs privés ont été mis en concurrence? Non, la question se pose de Ouais. savoir comment vous les choisissez, si vous les choisissez, et aussi quel est l'intérêt dans leur cas de financer un projet où ils portent le risque et où finalement la rémunération est capée fortement, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on les a choisis? Oui, alors encore une fois, en fait, ce sont des partenaires historiques de l'ADI qui nous connaissent très bien, qu'on connaît très bien. Et donc, ça s'est fait assez naturellement et assez rapidement. Donc, j'imagine qu'il est aussi possible qu'ils soient choisis d'une manière différente. On n'a pas fait de choix d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'investisseurs à qui on a dit, eh ben non, trop tard, on voulait avoir que 5 investisseurs, on en aurait eu 6 ou 7, on aurait fait en sorte que l'ensemble de l'investissement soit partagé par plus d'investisseurs. Et pardon, la deuxième partie de votre question. La deuxième partie de la question, c'était, sachant que la rémunération est fortement capée pour eux, quel est l'intérêt c'est quoi? C'est de la responsabilité sociale d'entreprise. C'est ça, c'est la responsabilité, c'est un intérêt RSE, un impact social. Les différents, vous avez une fondation qui a pour objet de chercher l'impact social. Vous avez Renault Mobilise Invest qui gère de l'épargne salariale solidaire, donc qui a pour enjeu de pouvoir montrer aussi, donner de l'impact social au placement de ses salariés.
Et puis BNP, donc on a beaucoup travaillé avec le département RSE de BNP sur ce projet. Voilà, même AG2R La Mondiale, c'est sur la partie sociétale qui sont intervenus. Et puis la Caisse des dépôts également sur la direction ESS qui intervient donc plutôt là aussi en recherche d'impact social. Donc c'est vraiment l'enjeu avec, je dirais, plus voilà, un sujet. C'est particulier pour les investisseurs d'analyser le risque sur un tel projet. C'est-à-dire que quand un investisseur investit dans une entreprise, il va regarder les business plans, il va regarder un peu comment les perspectives d'activité. Quand il prête de l'argent, il va donc aussi regarder la capacité de remboursement de l'entreprise. Là, le risque réside principalement dans la capacité opérationnelle à réaliser le programme. C'est-à-dire que l'ADI peut rester solvable, se développer, mais échouer sur ce programme. Et dans ce cas-là, les investisseurs ne sont pas remboursés. Et donc, c'est surtout ce risque-là qui, pour eux, est un enjeu. Ensuite, par contre, ils ne sont pas là en recherche de rentabilité, ou du moins, ils cherchent une rentabilité limitée. Alors, je regarde les quelques questions qui n'ont pas encore été traitées. Je vois qu'il y a une question qui concerne le taux d'impayé. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas trop discuté de cette Oui. question. Donc, les personnes qui sont aidées sont au travers de microcrédits, j'imagine qu'ils vont à les rembourser. Ça se passe comment concrètement en termes de résultats de ce point de vue-là? Ouais. Alors, on a à peu près 7% d'impayés en moyenne sur les microcrédits qu'on prête. Voilà. Donc c'est un niveau qui est très satisfaisant, qui est, pour tout vous dire, étonne d'ailleurs souvent nos partenaires, étonne positivement nos partenaires bancaires, puisqu'ils savent qu'on touche une cible que eux ne peuvent pas financer, notamment du fait du risque. Enfin, essentiellement d'ailleurs du fait du risque qu'il y a derrière. Et ça, c'est le résultat justement de l'accompagnement qui est mis en place et qui permet à ces porteurs de projets de rembourser. Et c'est à mettre au regard de ce 84% de personnes insérées. Donc, on a un taux de remboursement un peu plus important qui ne se limite pas aux personnes qui sont finalement insérées. Mais évidemment, les deux sont vraiment liés. Une question qui me vient à l'esprit, j'ai oublié de la poser tout à l'heure, elle ne fait pas partie des questions qui ont été posées par les auditeurs, mais vous avez insisté sur le fait, vous avez dit peu de choses en fait sur la forme contractuelle que ça prend. Ce contrat impact social, c'est quoi? C'est un marché public? Ça passe, quelle forme ça prend concrètement? Alors non, ce n'est pas un marché public. En fait, c'est une subvention qui est signée entre le payeur final et l'ADI. Et ensuite, derrière, on a une convention cadre qui intègre les investisseurs. Et on a en parallèle une troisième brique qui est, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens, et d'ailleurs, je crois qu'il n'en existe aujourd'hui pas d'autres, que d'émettre une obligation pour pouvoir permettre à des investisseurs autres que bancaires d'investir. Et donc là, vous avez toute une série de documentations juridiques autour de l'émission obligataire. D'accord. Ok. Dans les questions qui nous restent, avant de conclure, il y a une personne qui demande si les investisseurs ont par hasard des quelconques avantages fiscaux dans les aides Non, apportées. non, ce ne sont pas des investissements qui donnent lieu à des avantages fiscaux. Il y a une autre question qui concerne la création, enfin la mise en place du projet de contrat impact social. Vous avez insisté sur le fait qu'il était co-construit, ce projet, notamment avec KPMG, mais est-ce qu'il est co-construit aussi avec les investisseurs, parce que ce sont des investisseurs historiques? Donc, tous les indicateurs de performance et la rémunération anticipée, enfin, oui, la rémunération qu'on anticipe en cas de succès ou en cas d'échec, tout ça est co-construit? Oui, et avec aussi le payeur final. Ah oui, avec le payeur final. C'est vraiment une co-construction et c'est là où il y a un équilibre à trouver et à la fin, tout le monde se met d'accord. Alors, cette co-construction, on pourrait se dire, si on regarde ce contrat d'un point de vue purement financier, qu'en fait, les investisseurs et le payeur final ont un peu des intérêts divergents, opposés. En réalité, et c'est ce qui facilite cette co-construction, c'est que tout le monde est avant tout là je l'ai dit, pour les investisseurs qui cherchaient de l'impact. Évidemment, le payeur final, lui, il cherche de l'impact, de l'impact social, mais aussi de l'impact, potentiellement de l'impact économique dans le cas de ce type
de ce type de projet. Donc, tout le monde est vraiment tourné dans le même, vers le même objectif. Donc, ça facilite cette co-construction. Mais cette co-construction, elle est indispensable parce qu'on ne peut pas, par exemple, alors soit construire nous tout seul dans notre coin et ensuite arriver à quelque chose finalisé en disant, on va regarder, voilà, c'est comme ça qu'on va faire, vous prenez pas. Et on ne peut pas non plus le faire juste en ayant consulté les investisseurs, mais pas le payeur final, ou inversement que le payeur final, mais pas les investisseurs. Donc, c'est important que ce soit co-construit. Et dans tout ça, on retrouve l'évaluateur qui a ce rôle de pouvoir porter au débat, voilà, à la discussion, un certain nombre d'éléments de cadre évaluatif, des objectifs, et puis challenger aussi les objectifs qui sont proposés pour éclairer l'ensemble des partenaires pour prendre des décisions communes. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait quasiment le tour des questions. Il y en a encore une qui est un peu technique. Je ne suis pas sûr de savoir quelques éléments de réponse, mais on peut toujours la poser. Quelle est l'approche pour établir les indicateurs quantitatifs en termes de retombées économiques? Donc, tout ce qui est SROI, impact économique direct, indirect, induit, coût externe, dépenses sociales évitées. C'est un peu ce que vous avez présenté au début de la Oui. présentation. Avant de lancer le programme, il y a eu toute une évaluation des externalités positives, des coûts évités, qui pourrait être aussi crédible que possible pour convaincre le financeur public, j'imagine, Tout à fait. d'entrer dans le projet. Oui. Ce qui m'amène à une autre question qui est posée aussi et que je n'avais pas osé poser parce que je ne suis pas sûr de voir la logique, mais si on n'avait pas ce financeur public, on n'aurait que les financeurs privés qui sont vos partenaires traditionnels, qui financent votre activité de manière générale et qui sont remboursés en fonction du taux de réussite que vous avez, et du taux d'impayé, etc. Alors, les modalités de partenariat qu'on a avec ces partenaires privés qui participent au contrat impact sont assez variables. On a, par exemple, je prends l'exemple de BNP. BNP prête à des taux bas à l'ADI pour que nous puissions prêter nous-mêmes des microcrédits. Donc là, c'est une relation. Vous pouvez aussi avoir des subventions qui sont versées ou du mécénat de ces partenaires privés, en l'occurrence, sur l'ensemble de ces partenaires privés c'est le cas. Et donc, c'est plutôt ces formes ils contribuent de cette façon-là à notre modèle économique via le prêt, un prêt classique, et via la subvention. Donc là, ces modalités de remboursement en fonction du succès, ça n'existait pas auparavant avec ces partenaires. Donc, c'était nouveau pour tout le monde. C'est vous qui portez le risque? Non, alors en l'occurrence, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est effectivement eux qui portent le risque dans le sens où, quand ils nous accordent une subvention, cette subvention, elle est versée, quoi qu'il arrive. Donc, qu'on atteigne ou non les objectifs dans le cadre d'une subvention classique, quoi. Et c'est y compris d'ailleurs dans le cadre pour les financeurs publics, hein, le côté État, lorsqu'on a des subventions, la subvention est versée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de financement européen où on peut avoir une partie qui est reprise 4-5 ans plus tard, mais qui sont malgré tout très, très, très utiles pour nous. Mais dans ce cas-là, on porte effectivement, nous, le risque, mais ça reste quand même des financements assez isolés. Il est un peu tard et je suis un peu fatigué, donc je vais reposer une dernière question qui a déjà été posée probablement et qui correspond aussi à une des questions qui vient d'apparaître de manière un peu détournée. Mais concrètement, sur les trois zones que vous avez, dans le cadre du contrat impact social, qu'est-ce qui vous aurait empêché d'y aller sans contrat impact social? On aurait. Parce que j'ai compris que c'était plus risqué qu'à l'habitude, mais... Ouais. En fait, on n'a pas trouvé de subvention. Donc, pour le faire, il fallait qu'on trouve une subvention. On a commencé par avoir cette approche. Et on n'a pas trouvé de financement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on avait fait cette étude de faisabilité pour mettre encore plus en avant l'intérêt de ce programme. Et pour autant, on ne trouvait pas de solution. Donc non, sans contrat impact social, la seule manière d'y aller, ça aurait été d'y aller sur nos propres fonds. Et c'est tout simplement pas viable. Bien, écoutez, je vous propose de clore ce webinaire. Je vous remercie beaucoup et je remercie surtout notre invité. Merci Marc pour cette soirée. Merci à vous. Tout a été enregistré, donc a priori, vous pourrez retrouver cet échange assez rapidement sur le site de la chaire, assez rapidement voulant dire dans 3-4 jours, je pense. Et nous avons un prochain webinaire qui est programmé la semaine prochaine à la même heure où on parlera des Smart Cities,
et comment rendre les smart cities utiles pour les citoyens. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore, Marc. Au revoir, merci à vous.